Le message texte qui a détruit mon mariage est arrivé à 15h47 le 13 février. Salut mon amour, j'amène un ami du travail dîner demain. Tu vas l'adorer. J'ai fixé mon téléphone, assis dans mon exigu cubicule informatique chez Morrison Tech Solutions, observant les lumières fluorescentes vaciller au-dessus de ma tête. Mélissa n'avait jamais invité personne à notre tradition de la Saint-Valentin auparavant. En 8 ans de mariage, notre dîner romantique au restaurant de viande Romanoès était un territoire sacré. Je m'appelle Brian Dorsey et je répare des ordinateurs pour gagner ma vie. Rien de glamour là-dedans, mais ça paie les factures et maintient notre modeste maison de banlieue à Millfield en bon état. À 38 ans, j'ai appris que la vie te surprend rarement de bonne manière. Tout va bien, Brian ? Demanda Pete Martinez depuis le cubicule voisin. Pete travaillait dans la construction le jour et prenait des cours de réparation d'ordinateur le soir. C'était le genre de gars qui te donnerait ses 20 derniers dollars et t'aiderait à déménager un dimanche. Mélissa amène quelqu'un à notre dîner de la Saint-Valentin, dis-je, fixant toujours le message. Pete roula sa chaise, son visage buriné se plissant en un froncement de sourcils. C'est bizarre, mec. Qui amène un intrus à un dîner de la Saint-Valentin ? Quelqu'un du travail, apparemment. Je fis défiler ces messages récents à la recherche d'indices. Beaucoup de mentions de nuit tardive au bureau, de projets de week-end, et de quelqu'un nommé Greg, qui semblait figurer en bonne place dans ces histoires dernièrement. Mélissa travaillait comme chef de projet chez Syntec Industries, une entreprise de logiciels de taille moyenne au centre-ville. Elle gagnait un bon salaire, certainement plus que moi, et ne me laissait jamais l'oublier lors de nos disputes de plus en plus fréquentes. C'est peut-être innocent, offrit Pete. Mais son ton suggérait qu'il n'y croyait pas. Je rentrais chez moi à travers la gadoue de février. Ma Honda Civic de 10 ans peinait dans les collines. Notre quartier était du genre où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, surtout Madame Klein d'à côté, qui traitait sa fenêtre de devant comme un poste de surveillance. La maison me parut différente quand j'entrai. Mélissa était dans la chambre, essayant des robes et jetant les refusées sur notre lit défait. Elle ne mettait plus autant d'efforts pour nous deux seulement. Laquelle deal professionnel mais accessible ? Demanda-t-elle, tenant une robe de cocktail noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Elle ne l'avait jamais portée. Ça dépend de qui tu essaies d'approcher, dis-je. Elle me lança un regard. Ne commence pas, Brian. Greg est mon directeur régional. Ce dîner pourrait être énorme pour ma carrière. Greg. Je laissai le nom planer dans l'air. Le même Greg qui te garde au bureau jusqu'à 21h 3 soirs par semaine ? Il est dévoué. Nous le sommes tous. Certains d'entre nous se soucient vraiment d'avancer au lieu de juste réparer les problèmes informatiques des autres. Voilà. Le mépris qu'elle avait à peine caché pendant des mois. Maintenant, ouvertement, je la regardais enfiler la robe noire, celle qu'elle avait prétendu être trop chic pour notre anniversaire. Que pense la femme de Greg de ses longues heures de travail avec sa charmante chef de projet ? Mélissa se figea, le dos tourné vers moi. Il a divorcé récemment. Ça a été dur pour lui. Bien sûr, il était récemment divorcé, vulnérable, lui disant probablement à quel point elle était différente de son ex-femme. J'avais déjà vu ce film, mais jamais avec ma propre femme en vedette. Cette nuit-là, je restais éveillé à écouter Mélissa envoyer des SMS à quelqu'un. La douce lueur de l'écran de son téléphone éclairait son visage toutes les quelques minutes, et elle souriait à ce qu'elle lisait. Elle ne m'avait pas souri ainsi depuis des mois. Le lendemain matin, jour de la Saint-Valentin, elle était levée tôt, se douchant et se coiffant avec le genre de soins qu'elle réservait autrefois aux entretiens d'embauche ou à notre jour de mariage. J'ai fait du café et les regardé se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. À quelle heure rencontrons-nous Greg ? Demandai-je. 7h30. Et Brian ? Elle se tourna pour me faire face, et un instant, je vis quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité clignoter sur son visage. Sois juste toi-même, d'accord ? N'en fais pas trop. Ne pas en faire trop. À mon propre dîner de la Saint-Valentin, j'ai passé la journée au travail à exécuter des diagnostics et à essayer de me concentrer sur autre chose que le nœud qui se serrait dans mon estomac. Pete continuait de me lancer des regards inquiets. Et vers l'heure du déjeuner, il a finalement pris la parole. Tu es sûr pour ce soir, mec ? Il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire. Je dois le voir par moi-même, dis-je. Peut-être que je me trompe.
Peut-être que c'est vraiment juste le travail. Mais je ne me trompais pas, et nous le savions tous les deux. Le restaurant de viande Romanoès était notre endroit. Nous y avions eu notre premier rendez-vous, célébrer chaque anniversaire et partager d'innombrables dîners tranquilles autour de vin rouge et de bougies. L'hôtesse, Maria, nous connaissait par notre nom et nous réservait toujours la table douce près de la fenêtre. Je suis arrivé le premier, portant ma meilleure chemise et la cravate que Mélissa m'avait achetée pour Noël. Maria m'a placé à notre table habituelle, et j'ai commandé un scotch en attendant. Le restaurant était bondé de couples célébrant la Saint-Valentin. Tous avaient l'air plus heureux que moi. À 19h40, Mélissa est entrée. Elle était magnifique dans sa robe noire, ses cheveux blonds relevés, portant des bijoux que je ne reconnaissais pas. Mais elle n'était pas seule. Greg Folney était tout ce que je n'étais pas. Grand, confiant, portant un costume qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Il avait les cheveux argentés et le genre de sourire qui suggérait qu'il était habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il posa sa main sur le bas du dos de Mélissa pendant que Maria les conduisait à notre table et elle se pencha à son contact comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Brian. La voix de Mélissa était artificiellement joyeuse. Voici Greg. Greg, mon mari Brian. Greg tendit la main avec un sourire de politicien. Brian, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Mélissa me dit que vous êtes dans l'informatique. Sa poignée de main était ferme, agressive, un jeu de pouvoir. Réparation d'ordinateurs, surtout des petites choses. Eh bien, quelqu'un doit faire tourner les machines, n'est-ce pas? La condescendance était subtile mais indéniable. Nous nous sommes assis et immédiatement je suis devenu le troisième roue de ma propre dîner de la Saint-Valentin. Greg et Mélissa ont engagé une conversation facile sur des projets de travail, la politique de bureau et des personnes dont je n'avais jamais entendu parler. Ils partageaient des blagues internes et terminaient les phrases l'un de l'autre. Lorsque Greg a commandé du vin, il n'a pas demandé ma préférence. Le Bordeaux est excellent ici, dit-il au serveur. Nous prendrons une bouteille. En fait, je préfère, commençai-je. Fais-moi confiance sur ce coup-là, interrompit Greg avec un clin d'œil à Mélissa. Je m'y connais en vin. La soirée se détériora à partir de là. Ils parlèrent de leur récent voyage d'affaires à Chicago, riant d'un incident avec les réservations d'hôtel. Mélissa lui toucha le bras quand elle riait, et il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce. Sous la table, j'ai regardé son pied glisser contre sa jambe. Sa main a disparu sous la nappe, et elle a mordu sa lèvre d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Alors, Brian, dit Greg pendant une brève accalmie. Mélissa me dit que vous êtes marié depuis 8 ans. C'est tout un exploit de nos jours. Un certain exploit, dis-je, prenant une grande gorgée du vin que je ne voulais pas. Le mariage demande du travail, continua Greg, coupant son steak avec une précision chirurgicale. Communication, objectif partagé, grandir ensemble au lieu de se séparer. N'est-ce pas, Mel? Mel? Il l'appelait Mel. J'étais le seul à l'avoir jamais appelé comme ça. Greg est très sage en matière de relations, dit Mélissa, les yeux fixés sur son visage. Il m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je veux vraiment. Les mots frappèrent comme un coup physique. Autour de nous, d'autres couples se tenaient la main et se regardaient dans les yeux. À la table voisine, un homme demandait sa femme en mariage, la femme pleurant de joie en disant « oui ». Et là, j'étais assis à regarder ma femme tomber amoureuse de quelqu'un d'autre en temps réel. « Si vous voulez bien m'excuser, dis-je en me levant. J'ai besoin d'air. » Dans la salle de bain, j'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage et je me suis regardé dans le miroir. 40 minutes plus tard et mon mariage était officiellement terminé. La question était de savoir quoi faire. Quand je suis revenu à table, ils étaient penchés l'un vers l'autre, étudiant quelque chose sur le téléphone de Greg. Ils se séparèrent brusquement en me voyant, mais le mal était fait. « Tout va bien ?» demanda Mélissa, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. « Parfait ?» dis-je. Simplement parfait. Le reste du dîner se passa dans un flou de conversation forcée et d'intimité à peine dissimulée entre ma femme et son patron. Quand l'addition arriva, Greg insista pour payer. « C'est moi qui invite, dit-il. Considérez-le comme un cadeau de la Saint-Valentin pour vous deux. Nous deux. » Comme si nous étions une œuvre de charité qui l'aidait. Sur le parking,
Greg tira Mélissa à part pour une conversation privée pendant que j'attendais près de notre voiture. Il se tenait proche sous le lampadaire, et je le regardais lui toucher le visage doucement avant de l'embrasser sur la joue. Ça a duré juste assez longtemps pour que ses intentions soient claires. Le trajet en voiture fut silencieux. Mélissa regardait par la fenêtre du passager et je me concentrais sur la route, mes mains serrant le volant si fort que cela laissait des marques. Il a l'air gentil, dis-je finalement en arrivant dans notre allée. Il l'est. Il a été un bon ami pendant une période difficile. Ami, bien sûr. À l'intérieur, elle alla directement dans la chambre et ferma la porte. J'entendis la douche couler, puis le doux murmure de sa voix alors qu'elle téléphonait, probablement à Greg, pour reparler de la soirée et planifier leur prochaine étape. Je m'assis dans mon fauteuil de salon, fixant notre photo de mariage sur la cheminée. Nous avions l'air si jeunes, si heureux, si certains que l'amour suffirait à nous porter à travers tout ce que la vie nous lancerait. Mon téléphone vibra avec un SMS de Pete. « Comment ça s'est passé ?» Je répondis, aussi bien que tu pouvais t'y attendre. On en parle demain. Ce soir, j'ai besoin de réfléchir. J'ai pensé à beaucoup de choses cette nuit-là. À la femme que j'avais épousée et à l'étrangère qu'elle était devenue. À Greg, à son costume cher et à sa cruauté désinvolte. À la façon dont Mélissa l'avait regardé comme s'il avait suspendu la lune. Mais surtout, j'ai pensé à ce qui allait se passer ensuite quand votre femme amène son amant à votre dîner de la Saint-Valentin et n'a même pas la décence de le cacher. Je me suis réveillé seul. Mélissa était déjà partie au travail. Son côté du lit était froid et parfaitement fait. Pas de mots, pas d'explications, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé la nuit précédente. Juste le parfum persistant de son parfum et le son du silence remplissant notre maison. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de Pete et un SMS. Café ? On dirait que tu en as besoin. Nous nous sommes rencontrés au Murphy's dîner, un boui-boui près du chantier où travaillait Pete. Il jeta un coup d'œil à mon visage et nous commanda à tous les deux le petit déjeuner complet sans me demander ce que je voulais. Si mauvais que ça, hein ? Dit-il en se glissant dans le box en vinyle craquelé en face de moi. Je lui ai tout raconté, les mains tenues, les blagues d'initié, la façon dont Greg avait pris le contrôle de notre table comme s'il en était propriétaire. Pete a écouté sans l'interrompre, son expression devenant plus sombre à chaque détail. « Alors, quel est ton plan ?» demanda-t-il quand j'eus fini. Je n'en ai pas encore. Une partie de moi continue de penser, peut-être que je réagis de manière excessive. Peut-être que ce n'est pas ce que ça semble être. Pete renifla. Frère, j'ai divorcé 2 fois. Je sais à quoi ressemble la tromperie, et ce que tu as décrit n'est pas un dîner d'affaires. Elle est toujours ma femme, n'est-ce pas? Parce que de là où je suis assis, on dirait qu'elle est déjà passée à autre chose. La vérité m'a frappé plus fort que prévu. Mélissa ne m'avait pas seulement trahi. Elle m'avait remplacé. Dans son esprit, notre mariage était probablement déjà terminé. Tu as besoin de preuves, continua Pete. Quelque chose de concret. Ensuite, tu as besoin d'un avocat. J'ai passé le reste de la journée à faire mes tâches au travail, à réparer des ordinateurs et à faire semblant que mon monde ne s'écroulait pas. Vers 15 heures. Je me suis souvenu de quelque chose qui m'a donné la nausée, notre compte de stockage en nuage partagé. Mélissa et moi l'avions configuré il y a des années pour partager des photos et des documents entre nos appareils. Elle avait probablement oublié que j'avais accès à ces fichiers de sauvegarde. J'ai attendu que mon superviseur sorte, puis je me suis connecté au compte. Ce que j'y ai trouvé m'a fait regretter d'avoir regardé. Des photos du voyage d'affaires à Chicago. Mélissa et Greg au dîner. Son bras autour de ses épaules. Mélissa en peignoir d'hôtel, souriant à l'appareil photo avec des yeux séducteurs, Greg torse nu près d'une fenêtre de chambre d'hôtel, les lumières de la ville scintillantes derrière lui. Mais le pire, ce sont les captures d'écran de messages textes qu'elle avait sauvegardés. Messages entre elle et son amie Chloé, discutant de l'affaire en détails explicites. Il est incroyable, Chloé. Je ne me suis pas sentie aussi vivante depuis des années. Et Brian? Quoi, lui? Nous sommes colocataires depuis des mois. Greg me fait sentir femme à nouveau. Tu vas quitter Brian? Finalement. Greg dit que nous devons faire attention au timing à cause du travail, mais oui, je pense que oui. J'ai tout imprimé et j'ai fourré le tout dans une enveloppe cartonnée.
Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine utiliser l'imprimante. Ce soir-là, j'ai attendu que Mélissa rentre à la maison. Elle est entrée à 21h30, affirmant qu'elle avait été en réunion toute la journée. Ses cheveux étaient en bataille. Son rouge à lèvres avait disparu. Et elle avait cette lueur qui vient d'être entièrement satisfaite par quelqu'un qui n'était pas son mari. Comment s'est passé le travail? Demandai-je depuis la table de la cuisine où j'étais assis avec l'enveloppe devant moi. Occupé, vraiment occupé. Greg nous fait travailler sur cette énorme présentation pour le conseil la semaine prochaine. Elle me regarda à peine en fouillant le courrier. Je devrais peut-être travailler tard à nouveau demain. Plus de réunions avec Greg. Quelque chose dans mon ton la fit s'interrompre. Entre autres. Oui. Pourquoi? Je fis glisser l'enveloppe sur la table. Parce que je pense que nous devons parler de ta relation avec ton patron. Elle ouvrit l'enveloppe et devint livide. Les photos voltigèrent sur la table comme des preuves sur une scène de crime, ce qu'elles étaient, je suppose. Brian, je peux expliquer. Quelle partie? La partie où tu couches avec ton patron ou la partie où tu l'as amené à notre dîner de la Saint-Valentin pour m'humilier en public? Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Je me levai, surpris par le calme de ma voix. La question est de savoir ce que nous allons faire. Elle ramassa les photos d'une main tremblante. Vas-tu en parler aux gens? Aux gens? Tu veux dire comme l'ex-femme de Greg ou ton service des ressources humaines? Ou peut-être nos amis et voisins qui vous ont vu faire du pied à Romanoès hier soir. S'il te plaît, Brian, je sais ce que ça donne, mais c'est compliqué. Non, Mélissa, c'est en fait assez simple. Tu as décidé que tu voulais quelqu'un d'autre, et au lieu d'avoir le courage de mettre fin à notre mariage en premier, tu as choisi de tromper, et ensuite tu m'as fait regarder. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais elles semblaient calculées d'une certaine manière. Mélissa avait toujours été bonne pour pleurer quand elle avait besoin de sympathie. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Greg traversait son divorce et j'essayais juste d'être de soutien. Les choses ont dégénéré. Combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps couches-tu avec lui? Elle détourna le regard. 3 mois. 3 mois. Pendant que je travaillais des heures supplémentaires pour économiser de l'argent pour les vacances qu'elle prévoyait, elle planifiait sa stratégie de départ avec un autre homme. Je veux que tu partes, dis-je doucement. Brian, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Je vais rompre avec Greg. Nous pouvons aller en thérapie. Tu l'as amené à notre dîner de la Saint-Valentin, Mélissa. Tu t'es assise en face de moi et tu as flirté avec ton amant pendant que je regardais. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Où suis-je censé aller? J'entends dire que Greg a récemment divorcé. Peut-être qu'il a de la place. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail en disant que j'étais malade et j'ai conduit jusqu'au centre-ville de Millfield pour voir une avocate. Janet Morrison était une femme directe de la cinquantaine, spécialisée dans les affaires de divorce. Les murs de son bureau étaient couverts de certificats et de photos d'elle avec divers juges et politiciens. Les cas d'adultère sont délicats dans cet état, expliqua-t-elle après avoir examiné mes preuves. Nous avons des lois de divorce sans faute, donc son aventure n'affectera pas beaucoup la division des biens, mais cela pourrait aider avec la pension alimentaire, surtout si nous pouvons prouver qu'elle utilisait des biens matrimoniaux pour soutenir la relation. Que voulez-vous dire? Chambre d'hôtel, dîner, cadeaux. Si elle dépensait votre argent pour son petit ami, c'est considéré comme une dissipation des biens matrimoniaux. J'ai pensé aux bijoux coûteux qu'elle portait, aux nouveaux vêtements, à l'intérêt soudain pour la bonne cuisine. Comment puis-je prouver cela? Relevé de carte de crédit, relevé bancaire. Avez-vous accès à vos comptes conjoints? Oui. Donnez-moi tout des 6 derniers mois. Et Brian, elle se pencha en avant, son expression sérieuse. Ne fais rien de stupide. Ne confronte pas le petit ami. Ne fais pas de scène en public. Laisse la loi s'en occuper. J'ai hoché la tête, mais je pensais déjà au visage suffisant de Greg et à la façon dont il avait touché ma femme devant moi. Certaines choses ne pouvaient pas être gérées par des avocats. Cet après-midi-là, j'ai passé en revue nos dossiers financiers avec la diligence d'un expert comptable judiciaire.
Ce que j'y ai découvert m'a rendu malade. Mélissa avait systématiquement vidé nos économies pour financer son aventure. Des dîners coûteux facturés sur notre carte de crédit conjointe. Des chambres d'hôtel à Chicago, New York et Boston. Un collier de $1000 de chez Tiffany's que je ne l'avais jamais vu porter. Elle m'avait volé pour payer sa trahison. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, je l'attendais avec les relevés bancaires étalés sur la table de la cuisine comme une piste de papier de la tromperie. 15 000 $, dis-je sans lever les yeux. C'est ce que tu as dépensé pour ton petit ami en 3 mois. Elle posa son sac à main avec précaution. Je peux expliquer ça aussi. J'en suis sûr. Tu es très créative quand tu en as besoin. Certains de ces frais étaient des dépenses professionnelles légitimes. La lingerie de Victoria's Secret était une dépense professionnelle. Elle n'eut aucune réponse à cela. J'ai déposé une demande de divorce aujourd'hui, continuai-je. Tu recevras les papiers demain au travail. Je pensais que tu devais le savoir. Brian, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... Des erreurs. Je la regardai enfin et elle recula d'un pas face à ce qu'elle vit sur mon visage. Tu n'as pas fait des erreurs, Mélissa. Tu as fait des choix. Tu as choisi de tromper. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de voler notre mariage pour financer ton aventure. Et tu as choisi de m'humilier devant la moitié de la ville. Ça n'a pas à finir comme ça. C'est déjà fini. Ce n'est que la paperasse. Elle est partie cette nuit-là, emportant 2 valises et promettant de revenir chercher le reste de ses affaires. J'ai regardé par la fenêtre le BMW de Greg se garer devant le trottoir. Il n'est pas sorti pour l'aider avec ses sacs, il a juste ouvert le coffre de l'intérieur de la voiture comme si elle était une passagère Uber. Madame Klein observait aussi depuis sa fenêtre. Au matin, tout le quartier saurait que les Dorsey divorçaient. Et pourquoi? J'aurais dû me sentir soulagé, mais au lieu de cela, je me suis senti vide. 8 ans de mariage réduits à un tas de documents légaux et une maison qui résonnait de souvenirs de temps meilleurs. Pete est venu ce week-end avec de la bière et des plats chinois à emporter. Nous nous sommes assis dans mon salon, mangeant des Hello Mine et regardant du basketball universitaire. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il pendant une coupure publicitaire. « Je suis en colère, avouai-je. Pas seulement blessé, en colère. Elle ne m'a pas seulement trompé, Pete. Elle m'a fait regarder. Elle l'a amené chez nous le jour de notre anniversaire et m'a fait rester assis là pendant qu'il jouait à la maison. La colère est bonne. La colère signifie que tu n'abandonnes pas, qu'est-ce que ça veut dire? Pete sourit. Et il y avait quelque chose de dangereux dans son expression. Ça veut dire qu'il est peut-être temps que Greg apprenne ce qui se passe quand on s'en prend à la famille de quelqu'un. Les papiers du divorce sont tombés sur le bureau de Mélissa comme une bombe le lundi matin. Je l'ai su parce que Chloé Patterson, l'ancienne meilleure amie de Mélissa, m'a appelé au travail pour me raconter tout. Brian, je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix dégoulinant de la fausse sympathie qui vient de celui qui rapporte des potins juteux. Je n'avais aucune idée à quel point les choses s'étaient dégradées entre vous deux. C'était un mensonge. Chloé était au courant de l'affaire depuis le début. Ses SMS avec Mélissa le prouvaient. Mais maintenant que le mariage était officiellement terminé, elle jouait sur les 2 tableaux, essayant de rester amie avec les 2 parties. De quoi es-tu désolée exactement, Chloé? Eh bien, tu sais, toute la situation avec Greg, j'ai essayé de dire à Mélissa qu'elle faisait une erreur, mais elle n'a pas voulu écouter. Un autre mensonge. Selon les captures d'écran, Chloé avait encouragé l'affaire, vivant par procuration à travers la nouvelle romance excitante de Mélissa. Je suis sûr que tu as fait de ton mieux, dis-je d'un ton sec. Le fait est, Brian, que les gens commencent à parler de Mélissa et Greg. Je veux dire, ça devient un vrai problème au travail. Maintenant, nous arrivions à la vraie raison de son appel. Chloé travaillait au marketing dans une entreprise qui faisait affaire avec Syntec. Elle s'inquiétait de voir sa propre réputation mêlée au scandale. Quel genre de problème? Eh bien, les ressources humaines posent des questions et l'ex-femme de Greg a découvert quelque chose. Elle s'est présentée au bureau vendredi après-midi et a fait toute une scène. C'était nouveau pour moi. Quel genre de scène? Elle a confronté Mélissa dans le hall, juste devant tout le monde. Elle l'a traitée de briseuse de foyer. Elle a dit qu'elle allait ruiner leurs 2 carrières. La sécurité a dû l'escorter dehors.
J'ai ressenti une satisfaction sombre. Sandra Folney, l'ex-femme de Greg, était une avocate ayant des relations dans le milieu des affaires de la ville. Si elle voulait rendre la vie difficile à Greg et Melissa, elle avait les ressources pour le faire. Cela a dû être embarrassant pour eux. Oh, ça empire. Apparemment, Sandra a appelé leurs clients, les informant de l'affaire. 3 entreprises ont déjà retiré leur contrat. De mieux en mieux. Et comment Greg gère-t-il tout ça? Pas très bien. Il a été en réunion avec l'équipe de direction toute la semaine. On dit qu'ils envisagent de le mettre en congé administratif pendant qu'ils enquêtent pour savoir s'il a violé les politiques d'éthique de l'entreprise. Après avoir raccroché, je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Je n'avais pas eu à lever le petit doigt. L'affaire de Greg et Melissa implosait d'elle-même, entraînant leur carrière avec elle, mais ma satisfaction fut de courte durée. Cet après-midi-là, Pete m'a appelé avec des nouvelles inquiétantes. Tu dois savoir quelque chose, dit-il sans préambule. Hier soir, j'étais en train de prendre une bière chez Murphy S, et j'ai entendu des gars parler de toi. Quel gars? Jim Kowalski et Dave Chen. Ils disaient des choses assez méchantes. Jim et Dave étaient mes amis depuis des années. Nous jouions au poker ensemble 2 fois par mois et avions des abonnements de saison pour l'équipe de baseball de ligue mineure locale. S'ils parlaient de moi, ce n'était pas bon. Quel genre de choses? Ils prennent le parti de Melissa, disant que tu devais être un mari minable si elle a dû chercher de l'affection ailleurs. Jim a dit que Greg est un bon gars qui s'est retrouvé dans une mauvaise situation. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Jim a dit ça? Il y a plus. Apparemment, Melissa a dit aux gens que tu étais émotionnellement abusif, qu'elle avait peur de te quitter à cause de ton tempérament. Mon tempérament? Je n'ai jamais levé la main sur elle. Je n'ai même jamais élevé la voix. Je le sais. Et tu le sais, mais elle a des gens qui croient sa version des faits. Dave a dit, tu l'as probablement poussé dans les bras de Greg. C'était un nouveau niveau de trahison. Il ne suffisait pas que Melissa me trompe et me quitte. Maintenant, elle détruisait ma réputation pour justifier ses actions. Il y a autre chose, continua Pete. Il prévoit de t'affronter lors de la soirée poker jeudi. Jim veut te dire à quel point tu es une merde pour refuser de prendre la responsabilité de ton mariage raté. La soirée poker du jeudi se tenait chez Dave, une tradition qui remontait à 5 ans. Le groupe principal comprenait moi, Pete, Jim, Dave, et 2 autres gars du quartier, Mike Torres et Steve Walsh. Nous avions traversé des divorces, des pertes d'emploi et des crises familiales ensemble. Je les considérais comme certains de mes amis les plus proches. Tu vas y aller? Demandai-je à Pete. Bien sûr que j'y vais. Quelqu'un doit te couvrir les arrières. Non, dis-je, une idée se formant dans mon esprit. Je vais m'en occuper moi-même. Le jeudi soir arriva, froid et gris, avec de la neige menaçante dans les nuages sombres au-dessus. Je conduisis jusqu'à la maison de Dave dans ma Honda, me garant derrière le pick-up de Jim. À travers la fenêtre avant, je pouvais voir les gars déjà rassemblés autour de la table de la salle à manger, cartes et bouteilles de bière éparpillées sur la surface de feutre vert. Je suis entré par la porte d'entrée comme je l'avais fait des dizaines de fois auparavant. La conversation s'est arrêtée quand je suis entré dans la salle à manger. Brian, dit Dave, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Nous n'étions pas sûrs que tu te montrerais. Je ne le manquerai pour rien au monde, dis-je, prenant ma place habituelle. Distribuez-moi des cartes. L'atmosphère était tendue. Jim continuait de lancer des regards à Dave, qui mélangeait les cartes avec une concentration inutile. Mike et Steve semblaient mal à l'aise, comme s'ils préféraient être n'importe où ailleurs. Nous avons joué 3 mains en un silence relatif avant que Jim ne prenne enfin la parole. Alors, Brian, comment gères-tu tout ça? Tout ça, ça veut dire quoi exactement? Le divorce, toute la situation avec Melissa. J'ai ramassé mes cartes et les ai arrangées soigneusement. Je gère ça très bien. Merci de demander. Ça doit être difficile de voir ton mariage s'effondrer comme ça. C'est difficile, j'ai acquiescé. Surtout quand ta femme te trompe avec son patron et qu'elle ment ensuite pour se faire passer pour la victime. Dave s'éclaircit la gorge. Écoute, Brian, nous avons tous entendu la version de Melissa. Peut-être qu'il y a plus à cette histoire que ce que tu admets. Qu'est-ce que Melissa vous a dit exactement?
Que vous vous êtes éloigné? Que vous avez cessé de communiquer? Que vous avez cessé d'essayer de faire fonctionner le mariage? Elle a dit que tu étais devenu froid et distant. Je posais mes cartes. Vous a-t-elle aussi dit qu'elle couchait avec Greg Folney depuis 3 mois? Qu'elle a dépensé 15 000 $ de nos économies communes pour des chambres d'hôtel et des cadeaux pour son petit ami, qu'elle l'a amené à notre dîner de la Saint-Valentin et m'a fait rester assis là pendant qu'il jouait au pied sous la table? Elle a dit, tu exagères. Jim a dit que tu essaies de la faire paraître mauvaise parce que tu ne peux pas accepter ta part dans l'échec du mariage. Ma part? J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti des copies des photos et des messages textes. Voici ma part. Je les ai étalés sur la table comme une main de poker. Les gars se sont penchés pour regarder et j'ai observé leurs expressions changer à mesure qu'ils réalisaient ce qu'ils voyaient. Jésus, murmura Mike, fixant une photo de Melissa et Greg s'embrassant dans ce qui était clairement une chambre d'hôtel. Elle a prévu de me quitter pendant des mois, continuai-je, sortant les messages textes imprimés. Voici une conversation avec Chloé où elle parle de son excitation à commencer sa nouvelle vie avec Greg. Et voici une où elle rit de mon ignorance. Dave a pris l'un des messages et l'a lu à haute voix. Brian est si pathétique. Il pense vraiment que je travaille tard. Hier soir, Greg et moi sommes allés dans ce nouveau restaurant français en ville, et j'ai dit à Brian que j'étais en réunion de budget. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je ne savais pas, dit Jim doucement. Elle a fait croire que vous vous étiez simplement éloigné naturellement. Elle vous a menti, dis-je, tout comme elle m'a menti pendant 3 mois, et vous l'avez cru sans même demander ma version de l'histoire. Steve étudiait une photo de Greg et Melissa dans un restaurant, le visage sombre. C'est de Romano, n'est-ce pas? C'est votre dîner de la Saint-Valentin. Elle a amené son petit ami à notre endroit d'anniversaire et m'a fait les regarder ensemble. Ensuite, elle est rentrée chez elle avec lui et m'a laissé rentrer seul en voiture. Brian, nous sommes désolés, dit Dave. Nous aurions dû te parler d'abord avant de tirer des conclusions hâtives. Vous auriez dû, j'ai acquiescé. Mais vous ne l'avez pas fait. Au lieu de cela, vous avez décidé que je devais être le méchant parce que c'était plus facile que de croire que la femme de votre ami pouvait être aussi cruelle. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Demanda Mike. J'ai ramassé les photos et les ai remises dans ma poche. Rien. Le mal est fait. Allez, mec. Nous avons fait une erreur. Laisse-nous nous rattraper. Tu veux te rattraper? Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Arrête de prendre ces appels. Arrête d'écouter ces mensonges et réfléchis peut-être à 2 fois avant de juger quelqu'un sans connaître tous les faits. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et je me suis retourné. Oh, et une chose de plus. Melissa a dit aux gens que j'étais abusif, que j'avais un problème de tempérament. Vous me connaissez depuis 5 ans. M'avez-vous déjà vu perdre mon calme? M'avez-vous déjà vu maltraiter quelqu'un? Ils ont tous secoué la tête. Alors, demandez-vous pourquoi elle mentirait aussi à ce sujet. Je les ai laissés assis autour de la table dans un silence stupéfait. Dans l'allée, je me suis assis dans ma voiture un instant, les mains tremblantes d'adrénaline. J'avais perdu ma femme et maintenant j'avais aussi perdu mes amis. Mais au moins, ils savaient la vérité maintenant. Mon téléphone vibra avec un SMS de Pete. Comment ça s'est passé? Environ aussi bien que prévu, ai-je tapé en réponse, mais ils savent ce qui s'est réellement passé maintenant. Bien. On va prendre un verre? Partie remise. J'ai des plans à faire. Car l'affrontement avec mes anciens amis avait cristallisé quelque chose en moi. Melissa ne se contentait pas de mettre fin à notre mariage. Elle essayait activement de détruire ma réputation, de monter nos amis communs contre moi et de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime. C'était une erreur. Parce que même si je n'étais qu'un réparateur d'ordinateurs de banlieue, j'étais aussi quelqu'un qui comprenait que l'information était le pouvoir. Et j'avais des informations qui pouvaient détruire leur vie à elle et à Greg aussi complètement qu'ils avaient détruit la mienne. Il était temps d'arrêter de jouer en défense et de passer à l'attaque. La guerre était sur le point de commencer. Le premier tir fut déclenché un mardi matin à 9h15. Je connais l'heure exacte parce que j'étais assis dans ma voiture devant Syntec Industries, observant les employés arriver au travail à travers les portes vitrées du hall. Greg arriva sur le parking dans sa BMW argentée, la même voiture qu'il avait utilisée pour récupérer ma femme la nuit où elle avait déménagé.
il avait l'air fatigué, stressé, des cernes sous les yeux, la cravate légèrement de travers, probablement en train de gérer les retombées de la campagne de son ex-femme contre lui. Mais il venait toujours travailler, jouant toujours le rôle de l'exécutif à succès. Cette composture était sur le point de craquer. J'ai attendu qu'il disparaisse par les portes tournantes, puis j'ai traversé la rue jusqu'à Broe & Béan, le café avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'entrée principale de Syntex. J'ai commandé un grand café noir et un muffin aux myrtilles, payé en espèces, et réclamé le siège de la fenêtre d'angle. De là, j'avais une vue parfaite. Le hall d'accueil, les ascenseurs, même le bureau de sécurité où les badges étaient scannés. À 9h30 pile, le huissier de justice est arrivé. 30 ans passés, blazer marine, presse-papier à la main, professionnel, quelconque, exactement ce que j'avais payé. Il est allé directement au comptoir de la réception, a parlé brièvement aux gardes, puis a attendu. 2 minutes plus tard, Greg est réapparu de la banque d'ascenseurs, convoqué par la sécurité. Le huissier s'est approché, enveloppe à la main. Grégory Folney. Greg s'est figé au milieu de son pas. Je pouvais voir ses épaules se tendre même de l'autre côté de la rue. Le huissier lui tendit la citation, épaisse, officielle, impossible à ignorer. Greg la prit, jeta un coup d'œil à la page de couverture, et son visage se vida de toutes couleurs. Plusieurs employés ralentirent en passant, faisant semblant de ne pas regarder, mais regardant quand même. Les murmures commencèrent presque immédiatement. Les téléphones sortirent discrètement au début, puis moins discrètement. Je sirotais mon café. Le muffin restait intact. À 9h45, Sandra Folney est arrivée. L'ex-femme de Greg était une femme redoutable d'une quarantaine d'années, pommette saillante, cheveux foncés tirés en un chignon sévère, tailleur anthracite qui ressemblait plus à une armure qu'à un vêtement. Elle portait une mince mallette en cuir et est entrée dans le hall avec la démarche déterminée de quelqu'un qui avait déjà gagné avant que le combat ne commence. Je connaissais le plan parce qu'elle me l'avait décrit la nuit précédente dans un court message texte. 9h45, je serai dans son bureau. Tu observes de l'extérieur. Pas de contact sauf si nécessaire. Je n'avais pas besoin de contact. J'avais juste besoin de voir. À 10h05, la première onde visible frappa. Greg réapparut des ascenseurs, le visage rougi, la citation serrée comme une grenade. Il se dirigea vers le parking, téléphone déjà à l'oreille. Derrière lui, 2 agents de sécurité encadraient Sandra alors qu'elle sortait du bâtiment. Elle semblait calme, presque sereine. Greg la repéra de l'autre côté du parking et s'arrêta net. Ils se tenaient à 20 pieds l'un de l'autre. Pas de cris, du moins pas que je puisse entendre, mais le langage corporel criait. Greg gesticulait sauvagement avec l'assignation. Sandra se contenta de croiser les bras et d'attendre. Au bout de 30 secondes, il se retourna et se dirigea en trombe vers sa BMW, claquant la portière si fort que j'entendis l'écho. Sandra le regarda démarrer en trombe, puis se dirigea vers sa propre voiture, une Audi noire et sensée, et s'éloigna sans un regard en arrière. Je restai encore 1 heure. À 11h, le hall bourdonnait, de petits groupes se pressaient près des portes, tête baissée, téléphone sorti. J'ai surpris des bribes quand je suis sorti prendre l'air. Assignation de divorce. Son ex vient d'arriver. Quelque chose concernant des détournements de fonds. Cette dernière phrase m'a fait sourire. Sandra n'avait pas mentionné de détournement de fonds, mais les rumeurs ont la fâcheuse habitude de prendre de l'ampleur. De retour dans ma voiture, j'ai vérifié mon téléphone. 3 nouveaux SMS de mon avocat. Signification confirmée. Greg a accusé réception. Nous avons maintenant 30 jours pour obliger à la production. Les finances sont le point de départ. Sandra m'a transmis l'expertise comptable préliminaire. Transferts irréguliers de Syntec vers des comptes offshore correspondant aux dates de ses voyages d'affaires avec votre femme. Elle est prête à témoigner si nécessaire. Elle dit que c'est pour la justice, pas pour la vengeance. J'ai répondu, continuez à pousser. Pas d'offre de règlement pour l'instant. Puis, un message de Sandra elle-même. Il a craqué dès qu'il m'a vu. Il n'a même pas essayé de bluffer. Il a dit à la sécurité de m'escorter avant que je puisse dire 3 mots. Mission accomplie. J'ai répondu, merci. Café la semaine prochaine? J'invite. Sa réponse est venue rapidement. Seulement si c'est du bon café. Et apporter la prochaine série de questions.
J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de Syntec. La matinée m'avait coûté 450 $ en frais d'huissier et de stationnement, mais le retour était inestimable. L'humiliation publique de Greg, la victoire tranquille de Sandra, et la première vraie fissure dans le mur de silence qu'il avait construit autour de son aventure et de ses finances. Il ne s'agissait pas d'une vengeance mesquine. Il s'agissait d'équité. Ma femme était partie avec la moitié de nos économies, un bail d'appartement à son nom et un récit qui me dépeignait comme l'ex-conjoint manipulateur. Greg avait encouragé cette histoire, l'avait nourrie lors d'appels tard dans la nuit, lui avait promis une vie libérée de mari borné. Maintenant, la balance s'équilibrait. J'ai conduit jusqu'au parc où Mia et moi avions l'habitude de nourrir les canards le week-end. Elle était avec sa mère cette semaine. Visite ordonnée par le tribunal, mais je la verrai samedi. Je lui dirai la vérité par fragments. Des fragments adaptés à son âge. Pas de venin, juste des faits. Maman a fait des choix. Papa se bat pour s'assurer que ces choix n'effacent pas notre famille. Mon téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message a été diffusé par haut-parleur. Monsieur Dorsey, ici Karen de Syntec RH. Greg Folney a été mis en congé administratif en attendant un examen interne. Nous avons reçu un conseil anonyme ce matin concernant des irrégularités financières. Si vous avez des informations pertinentes pour notre enquête, nous apprécierions un appel. J'ai souri pour la première fois de la journée. Un tuyau anonyme. Sandra n'avait pas perdu de temps. Je me suis arrêté, j'ai regardé les temps au canard vide, et j'ai senti le poids sur ma poitrine s'alléger un tant soit peu. Le premier tir avait fait mouche. Il y aurait des tirs en retour. Greg avait des avocats, de l'argent, du charme, mais chaque tir qu'il ferait maintenant proviendrait d'une position plus faible. J'ai envoyé un dernier SMS à mon avocate. Les RH viennent d'appeler. Greg est en congé. Poussez les experts comptables plus fort. Nous n'arrêterons pas tant que chaque dollar ne sera pas comptabilisé. Puis je suis rentré chez moi. La maison était calme, trop calme, mais elle était à moi. La guerre n'était pas finie, mais aujourd'hui j'avais gagné du terrain, et demain j'en gagnerai davantage. J'avais appelé Sandra la veille et partagé certaines des preuves que j'avais recueillies sur la liaison de Greg et Melissa. Non par rancune, mais parce qu'elle méritait de savoir comment son ex-mari avait passé son temps et dépensé son argent. Elle avait été très intéressée par les reçus d'hôtel et les relevés de cartes de crédit qui montraient que Greg utilisait des biens communs pour financer sa liaison alors que leur divorce était encore en cours de finalisation. À 10h15, deux hommes en costume sombre sont entrés dans le bâtiment. Je ne savais pas qui ils étaient, mais ils avaient l'air d'enquêteurs ou d'auditeurs. Sandra avait mentionné qu'elle explorait si Greg avait commis une fraude en cachant des biens pendant leur procédure de divorce. Mon téléphone vibra avec un message de Pete. Où es-tu? Le patron te cherche. J'avais encore appelé malade. Utilisant des jours de vacances que j'avais économisés pour le voyage au Mexique que Melissa et moi ne ferions jamais. Rendez-vous chez le médecin. J'ai répondu par SMS. Je serai là après le déjeuner. À 11h30, le divertissement a vraiment commencé. À travers la fenêtre du café, j'ai vu les employés commencer à se rassembler dans le hall de Syntec, montrant du doigt et chuchotant. Quelque chose d'important se passait à l'intérieur. Mon téléphone a sonné. C'était Chloé. Et elle semblait paniquée. Brian, qu'as-tu fait? Je prends un café et un muffin. De quoi parles-tu? Ne fais pas l'idiot. Il y a des enquêteurs partout chez Syntec. Greg a été suspendu et Melissa est enfermée dans une salle de conférence avec les RH et des avocats. Ça a l'air sérieux. C'est ton coup, n'est-ce pas? Tu essaies de les détruire. Je n'essaie de rien, Chloé. Je m'assure juste que la vérité éclate. Quelle vérité? Qu'ils sont tombés amoureux. Ça arrive parfois, Brian. On ne peut pas choisir de qui on tombe amoureux. Tu as raison, dis-je. Mais ils peuvent choisir de ne pas voler de l'argent pour financer leur liaison. Ils peuvent choisir de ne pas commettre de fraude et de violer les politiques d'éthique de l'entreprise. Ils peuvent choisir de ne pas mentir aux enquêteurs et d'entraver la justice. De quoi parles-tu? Demande à Melissa. Je suis sûr qu'elle t'expliquera tout. J'ai raccroché et commandé un autre café. Le spectacle ne faisait que commencer. Vers midi,
j'ai vu Mélissa sortir du bâtiment. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais voir qu'elle avait pleuré. Son maquillage était coulé, ses cheveux ébouriffés, et elle portait une boîte en carton qui contenait probablement ses effets personnels. Elle avait été renvoyée. Greg est apparu quelques minutes plus tard, portant également une boîte. Son costume cher était froissé, sa cravate de travers. Il ressemblait à un homme dont le monde venait de s'effondrer autour de lui. Ils se tenaient ensemble sur le parking, parlant intensément. Mélissa gesticulait sauvagement, clairement bouleversée. Greg regardait autour de lui nerveusement, comme s'il s'attendait à ce que d'autres problèmes arrivent à tout moment. Il avait raison d'être nerveux. À 12h30, une voiture de police est entrée sur le parking de Syntec. 2 officiers sont sortis et sont entrés dans le bâtiment. Je ne savais pas ce qu'ils enquêtaient, mais Sandra avait mentionné quelque chose concernant d'éventuelles accusations criminelles liées à la faute financière de Greg. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Mélissa. « Espèce de salaud », dit-elle sans préambule. « Tu as détruit ma carrière. Tu es heureux maintenant ? Je n'ai rien détruit, Mélissa. Tu as fait ça toute seule quand tu as décidé de voler notre mariage pour financer ton aventure. Je n'ai jamais rien volé. 15 000 $ de frais non autorisés sur nos cartes de crédit conjointes. De l'argent qui provenait de nos biens partagés pour payer des chambres d'hôtel et des cadeaux pour ton petit ami. C'est du vol et c'est aussi de la fraude. C'était des dépenses légitimes. Dis-le aux enquêteurs. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés par ton explication. Ce n'est pas fini, Brian. Je te combattrai sur chaque chose. La maison, les voitures, les comptes d'épargne. Tu n'obtiendras rien. En fait, grâce à ton aventure et à la fraude financière, j'obtiendrai probablement la majeure partie. Mon avocate dit que les cas d'adultère avec faute financière prouvée se terminent très mal pour le conjoint infidèle. Elle pleurait maintenant. Le genre de sanglots qui viennent de la prise de conscience que vous avez commis une erreur catastrophique. Pourquoi me fais-tu ça? Je ne te fais rien. Je m'assure simplement que tout le monde sache la vérité sur ce que tu as fait. Tu as trompé. Tu as menti. Tu as volé. Et tu as essayé de détruire ma réputation pour le cacher. Les actions ont des conséquences, Mélissa. Tu n'apprends que maintenant. Greg dit que nous pouvons combattre ça. Il a des avocats. Greg va avoir de plus gros problèmes que notre divorce. Son ex-femme avec qui il a caché des biens pendant leur procédure de divorce. C'est un crime. Et maintenant que Syntec l'a licencié, ses frais d'avocat vont devenir très chers très rapidement. Le silence à l'autre bout de la ligne me dit qu'elle commençait à comprendre l'ampleur du désastre qu'elle avait créé. Je t'aimais, dit-elle finalement. Pendant 8 ans, je t'ai aimé. Non, tu ne m'as pas aimé. Si tu m'avais aimé, tu n'aurais pas trompé. Si tu m'avais aimé, tu n'aurais pas amené ton petit ami à notre dîner de la Saint-Valentin. Si tu m'avais aimé, tu n'aurais pas essayé de monter nos amis contre moi avec des mensonges sur la maltraitance. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. J'ai raccroché et j'ai terminé mon café. De l'autre côté de la rue, Mélissa et Greg étaient toujours debout sur le parking, leur boîte d'effets personnels à leurs pieds, leur carrière en ruine. Mais je n'avais pas encore fini. Ce soir-là, je me suis rendu au bar de Murphy où je savais que Jim, Dave et les autres gars prendraient leurs verres habituels du mardi soir. Je les fréquentais depuis 3 ans, mais ce soir serait différent. Ils étaient assis à notre table habituelle au fond, sirotant des bières et semblant mal à l'aise en me voyant entrer. La nouvelle de ce qui s'était passé à Syntec avait probablement déjà circulé. « Brian », dit Jim en m'approchant. « On a entendu parler de Mélissa et Greg. C'est dur, mec. » Vraiment? J'ai tiré une chaise et me suis assis. Je pensais que vous croyiez qu'ils étaient juste des victimes innocentes de mes abus émotionnels. Dave se tortillait sur son siège. Écoute, on s'est déjà excusé pour ça. On s'est trompé. Vous vous êtes trompé. J'ai acquiescé. Mais les excuses ne réparent pas les dégâts, n'est-ce pas? Tout comme les excuses de Mélissa ne réparent pas son aventure. Mike Torres se pencha en avant. Qu'est-ce qui s'est passé à son bureau aujourd'hui? Les rumeurs courent dans toute la ville. Ils ont été virés, tous les deux.
Il s'avère que les entreprises n'apprécient pas que leurs employés utilisent les ressources de l'entreprise pour mener des affaires extra-conjugales et qu'ils mentent ensuite aux enquêteurs à ce sujet. Jésus, dit Steve. Viré? C'est dur. Vraiment? Ils ont violé la politique de l'entreprise, commis une fraude et ont jeté le discrédit sur leur employeur. Qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer? Mais leurs carrières sont ruinées, protesta Dave. Ils ne travailleront plus jamais dans cette industrie. J'ai regardé autour de la table ces hommes qui avaient été mes amis, qui avaient cru les mensonges de ma femme sans poser de questions, qui avaient été prêts à me confronter sur mes prétendues lacunes en tant que mari. Vous avez raison, dis-je. Leurs carrières sont ruinées, tout comme mon mariage a été ruiné, tout comme ma réputation a failli être ruinée par les mensonges de Melissa. La différence, c'est que je ne méritais pas ce qui m'est arrivé. Ils méritent exactement ce qu'ils ont obtenu. Tu ne trouves pas que tu es un peu vindicatif? Demanda Jim. Vindicatif? Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Laissez-moi vous dire ce qu'est la vindicte. La vindicte, c'est tromper son mari pendant 3 mois et ensuite amener son petit ami à son dîner d'anniversaire pour l'humilier en public. La vindicte, c'est voler 15 000 $ de vos économies communes pour financer votre aventure. La vindicte, c'est dire à tout le monde que votre mari était abusif alors qu'il n'a jamais levé le petit doigt sur vous. Le bar était devenu silencieux. D'autres clients se tournaient pour regarder notre table. Vindicatif, continuai-je, ma voix montant. C'est convaincre les amis de votre mari qu'il est une ordure qui vous a poussé dans les bras d'un autre homme, s'assurant qu'il perde non seulement sa femme, mais tout son cercle social. Brian, calme-toi, dit Dave. Je suis calme. Ça, c'est moi calme. Vous voulez voir ce qu'est la vindicte? La vindicte, ce serait que je monte sur cette table et que je dise à tout le monde dans ce bar exactement ce que Melissa Dorsey a fait à son mari. La vindicte, ce serait que je publie ses photos de chambre d'hôtel sur les réseaux sociaux pour que toute sa famille et ses amis les voient. La vindicte, ce serait que je m'assure que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre de personne elle est vraiment. Je me penchai en avant, posant mes mains sur la table. Mais je ne suis pas vindicatif. Je suis juste quelqu'un qui croit que les actions ont des conséquences, et parfois ces conséquences sont exactement ce que les gens méritent. Je les ai laissés là et je suis sorti du bar. Sur le parking, je me suis assis dans ma voiture un instant, les mains tremblantes d'adrénaline. Je n'avais jamais parlé à personne comme ça de ma vie, mais ça faisait du bien. Ça faisait justice. Mon téléphone vibra avec un SMS de Pete. J'ai entendu dire que tu avais fait un sacré discours chez Murphy S ce soir. Bien joué. Les nouvelles voyagent vite dans une petite ville. Juste pour remettre les pendules à l'heure, répondis-je par SMS. Tu veux prendre un verre ailleurs? C'est ma tournée. Partie remise. J'ai un dernier arrêt à faire ce soir. J'ai conduit dans les rues calmes de notre quartier. Devant les maisons où j'avais vécu pendant 8 ans. Devant le parc où Melissa et moi promenions notre chien avant qu'il ne meure d'un cancer il y a 2 ans. Passer la vie que nous avions construite ensemble avant qu'elle ne décide qu'elle voulait quelque chose de différent. Je suis entré dans mon allée et je me suis assis, regardant la maison. C'était un endroit modeste. Rien de luxueux, mais c'était chez moi. Ou du moins, ça l'avait été quand je le partageais avec quelqu'un qui m'aimait. Maintenant, ce n'était qu'un bâtiment rempli de souvenirs et de promesses brisées. Mais c'était mon bâtiment. Et demain, j'allais commencer à en faire quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose qui m'appartiendrait entièrement. La guerre était presque finie, et je gagnais. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de mon avocate, signant les derniers papiers du divorce. Janet Morrison poussa les documents sur son bureau en acajou avec un sourire satisfait. Félicitations, Brian. Vous avez obtenu tout ce que vous avez demandé et plus encore. J'avais eu la maison, la voiture et 70% de nos biens communs. L'infidélité de Melissa, combinée à la fraude financière qu'elle avait commise, avait rendu l'accord inévitable. Son avocate lui avait conseillé d'accepter l'accord plutôt que de risquer un procès, où sa faute serait rendue publique. Et Greg? Demandai-je. Sa situation est plus compliquée. L'expert comptable de Sandra a trouvé des preuves qu'il a caché près de 200 000 $ pendant leur divorce. Le procureur envisage des poursuites pénales. Et Melissa, elle ne fera pas face à des accusations criminelles pour la fraude à la carte de crédit puisque vous étiez techniquement mariés quand cela s'est produit,
mais elle a été mise sur liste noire de l'industrie technologique. On dit qu'elle travaille comme serveuse dans un restaurant de chaîne de l'autre côté de la ville. Une serveuse. La femme qui regardait autrefois de haut mon petit emploi prenait maintenant des commandes et servait de la nourriture pour joindre les deux bouts. Il y avait une certaine justice poétique à cela. Des nouvelles de l'endroit où elle vit? L'appartement de Greg la dernière fois que j'ai entendu dire, bien que cela puisse changer s'il va en prison. Je quittai le cabinet de l'avocate et traversai le centre-ville de Millfield, passant devant l'immeuble de Syntec où Mélissa avait travaillé, passant devant le restaurant de viande Romanoès où elle m'avait humilié le jour de la Saint-Valentin. La ville me parut différente maintenant. Plus petite en quelque sorte, comme si je la voyais d'une grande hauteur. Mon téléphone sonna alors que je me garais dans mon allée. C'était Pete. Comment ça s'est passé? C'est fini. Je suis officiellement divorcé et significativement plus riche. Merde, mon frère. Ça mérite une célébration. Chez Murphy S? Je l'ai envisagé. Chez Murphy S, c'est là que j'avais confronté mes anciens amis il y a 3 semaines. Certains d'entre eux avaient essayé de s'excuser depuis, mais le mal était fait. J'avais appris qui étaient mes vrais amis quand les choses allaient mal. En fait, essayons un nouvel endroit. Je pense qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Je connais l'endroit parfait. Le O'Malley's sur la 5e rue. Ils ont de super ailes et un karaoké terrible. Parfait. Nous nous sommes rencontrés au O'Malley's 1 heure plus tard. C'était un bar miteux avec des sols collants et des enseignes de bière au néon, le genre d'endroit où personne ne se souciait de vos drames personnels ou de vos échecs professionnels. Pete était déjà là, sirotant une bière et discutant avec le barman. À la liberté, dit-il, levant son verre quand je me suis assis. Aux conséquences, corrigeai-je, faisant teinter ma bouteille contre la sienne. Nous étions à mi-chemin de nos ailes quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Nous devons parler, s'il te plaît. J'ai montré le message à Pete. Il renifla. Qu'est-ce qu'elle veut, d'après toi? Probablement de l'argent. Ou peut-être qu'elle veut que je la tire d'affaire d'une manière ou d'une autre. Que je fasse disparaître ses problèmes. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai tapé, nous n'avons rien à nous dire. La réponse est venue immédiatement. Je suis enceinte. J'ai fixé l'écran, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. Pete vit mon expression et se pencha pour lire le message. Sainte monsieur, est-ce le tien? J'ai fait le calcul rapidement. Mélissa et moi n'avions pas été intimes depuis des mois avant que je découvre l'affaire. Non, ça doit être celui de Greg. Alors, pourquoi elle te le dit à toi? Un autre message est apparu. Je sais ce que tu penses, mais le timing est compliqué. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je suis dehors. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vue debout sur le trottoir sous un lampadaire. Elle avait l'air terrible, mince, pâle, vêtue de vêtements que je ne reconnaissais pas. La femme confiante et élégante qui avait amené son amant à notre dîner de la Saint-Valentin avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait désespéré et vaincu. Ne le fais pas, dit Pete. Quoi qu'elle veuille, c'est un piège. Mais je m'étais déjà levé. 5 minutes, après quoi j'en aurais fini avec elle pour toujours. Je sortis, laissant Pete à la table. Mélissa était encore plus mal en gros plan. Ses cheveux étaient filasseux, son maquillage coulé, et elle avait le regard creux de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Merci, dit-elle. Je n'étais pas sûr que tu sortirais. Tu as dit que tu étais enceinte. Si c'est vrai, félicitations. Si c'est un mensonge pour attirer mon attention, tu as fait perdre notre temps à tous les deux. C'est vrai. 6 semaines et c'est celui de Greg. Elle hocha la tête, les larmes commençant à couler. Il n'en veut pas. Il dit que le timing est terrible avec tout ce qui se passe. Il veut que je m'en occupe. C'est entre toi et lui. Cela n'a rien à voir avec moi. Je n'ai nulle part où aller, Brian. J'ai perdu mon travail. Mes amis ne me parlent plus. Ma famille a honte de moi. Je vis dans l'appartement de Greg, mais il parle de me virer à nouveau. Ce n'est pas mon problème. Je sais que je ne mérite pas ton aide. Je sais ce que j'ai fait était impardonnable, mais je suis désespéré. J'ai regardé cette femme qui avait été ma femme pendant 8 ans, qui avait partagé mon lit et mes rêves et mon compte en banque,
qui avait tout jeté pour un homme qui l'abandonnait maintenant quand elle en avait le plus besoin. Qu'est-ce que tu veux exactement de moi, Mélissa? Je ne sais pas. Le pardon? Peut-être une chance de recommencer. Pardon? J'ai ri et le son était dur dans l'air froid de la nuit. Tu veux le pardon? Tu m'as trompé pendant 3 mois. Tu as volé notre argent pour payer des chambres d'hôtel avec ton petit ami. Tu l'as amené à notre dîner d'anniversaire et tu m'as fait te regarder tomber amoureuse de lui. Tu as essayé de monter nos amis contre moi avec des mensonges sur la maltraitance. Et maintenant, tu veux le pardon. J'étais confuse. J'ai fait de terribles erreurs. Non, tu as fait des choix. Et chaque choix que tu as fait était conçu pour me blesser autant que possible. Tu ne voulais pas juste me quitter, Mélissa. Tu voulais me détruire. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Alors pourquoi l'humiliation publique? Pourquoi les mensonges sur les abus? Pourquoi monter nos amis contre moi? Tu aurais pu simplement demander le divorce, mais ça ne t'a pas suffi. Tu devais t'assurer que je perde tout. Elle sanglotait maintenant, le mascara coulant sur ses joues entraînées noires. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'en suis sûr. Désolé d'avoir été prise. Désolé d'avoir perdu ton travail. Désolé que ton petit ami se soit avéré être un lâche qui ne te soutient pas quand les choses se compliquent. Mais tu n'es pas désolé de ce que tu m'as fait. Tu es juste désolé d'en subir les conséquences. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne sais pas et je m'en fiche. Débrouille-toi. Tu es une femme intelligente. Du moins, tu l'étais. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Je me suis retourné pour rentrer dans le bar, puis je me suis arrêté. Oh, et Mélissa, ne me contacte plus jamais. C'est fini. Je la laissai debout sous le lampadaire et rentrai à l'intérieur. Pete, d'un seul coup d'œil à mon visage, nous commanda une autre tournée. Enceinte? Demanda-t-il. Enceinte et abandonnée. Greg ne veut pas du bébé. Le karma est une salope. En effet. Nous avons bu en silence un moment, regardant un homme d'âge moyen massacrer Sweet Caroline sur la scène du karaoké. Finalement, Pete a parlé. Tu te sens mal pour elle? J'ai réfléchi à la question. Il y a 3 mois, j'aurais eu pitié. Il y a 3 mois, j'aurais été dévasté à la vue de Mélissa en larmes et désespéré. J'aurais voulu l'aider, résoudre ses problèmes, être le héros qui la sauvait de ses propres erreurs. Mais cet homme avait disparu, détruit dans les décombres de notre mariage. Non, dis-je, je ne me sens pas mal pour elle. Je ne ressens rien pour elle. Et c'était vrai. En regardant Mélissa ce soir, je n'avais ressenti ni amour, ni haine, ni colère, ni pitié. Elle n'était qu'une étrangère qui avait autrefois été importante pour moi, comme un ami d'enfance que l'on rencontre à l'épicerie et que l'on reconnaît à peine. Bien, dit Pete. Ça veut dire que tu guéris. Mon téléphone vibra avec un dernier message. Je t'aimerai toujours, Brian. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai supprimé le message sans répondre et j'ai bloqué son numéro. Puis j'ai commandé une autre bière et j'ai écouté Pete raconter une histoire sur un incident de construction qui avait abouti à la construction d'une salle de bain à l'envers. Pour la première fois depuis des mois, je riais sincèrement. 2 heures plus tard, je suis rentré chez moi en voiture par les rues calmes de mon quartier. La maison de Madame Klein était sombre, mais je savais qu'elle observerait depuis derrière ses rideaux demain à l'arrivée du camion de déménagement. Je vendais la maison et déménageais de l'autre côté de la ville, loin des souvenirs, des commérages et de la vie que j'avais construite avec quelqu'un qui ne l'avait jamais mérité. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté là, regardant la maison une dernière fois. Dans quelques semaines, elle appartiendrait à quelqu'un d'autre et je recommencerais dans un nouvel endroit avec de nouveaux voisins qui ne connaissaient pas mon histoire. Cette pensée aurait dû être effrayante, mais au lieu de cela, elle m'a paru libératrice. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, passant devant le parterre de fleurs où Mélissa avait planté des roses qui n'ont jamais fleuri, passant devant la boîte aux lettres où nous avions reçu des invitations de mariage et des cartes de Noël adressées à M et Madame Dorsey. À l'intérieur, la maison était pleine de cartons et d'espaces vides où se trouvaient autrefois des meubles. J'ai donné la plupart de nos biens communs à des œuvres de charité, ne gardant que ce dont j'avais besoin pour ma nouvelle vie. Les photos de mariage avaient disparu, les œuvres d'art du couple retirées, les serviettes monsieur et madame remplacées par de simples serviettes blanches qui n'appartenaient qu'à moi.
J'ai ouvert une bière et me suis assis dans mon fauteuil relax, le seul meuble que Mélissa avait toujours détesté, et j'ai allumé les nouvelles du soir. Le présentateur parlait d'un scandale de corruption à la mairie, d'un homme d'affaires qui avait été arrêté pour avoir détourné des fonds de sa propre entreprise. Partout où l'on regardait, des gens subissaient les conséquences de leurs actes. Mon téléphone a sonné. C'était ma sœur Jenna qui appelait de Seattle. Et, petit frère. Comment s'est passée la rencontre avec l'avocat? C'est officiel. Je suis divorcé et riche. Riche, relativement parlant. Il s'avère que l'adultère et la fraude ne font pas bon ménage en cours de divorce. Bien. Et les salauds tricheurs? Mélissa est enceinte et fauchée. Greg va probablement en prison. Ils vivent ensemble dans un studio, se disputent pour l'argent et se blâment mutuellement pour leurs problèmes. On dirait qu'ils se méritent. C'est ce que je n'arrête pas de me dire. Des regrets? J'y ai réfléchi. Il y a 3 mois, j'étais un homme marié avec une vie stable et un cercle d'amis. Ce soir, j'étais divorcé, seul, et je recommençais à 38 ans. Aucun, dis-je, et je le pensais. Bien. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Quoi? Tu es libre. Pour la première fois en 8 ans, tu peux faire ce que tu veux. Être qui tu veux, aller où tu veux. Le monde est grand ouvert. Elle avait raison. Demain, je pourrais me réveiller et décider de déménager en Californie ou d'apprendre à jouer de la guitare ou de prendre ce cours de photographie qui m'avait toujours intéressé. Je pouvais sortir avec quelqu'un de nouveau ou rester célibataire. Je pouvais me réinventer complètement ou simplement être une meilleure version de qui j'étais déjà. Les possibilités étaient infinies. Je t'aime, Jenna. Je t'aime aussi. Maintenant, arrête d'être sentimental et commence à planifier ta nouvelle vie. Après que nous ayons raccroché, je me suis assis dans la maison silencieuse et j'ai pensé à l'avenir. À l'appartement que j'avais loué de l'autre côté de la ville avec ses grandes fenêtres et ses planchers de bois franc et sa vue sur le parc. À l'offre d'emploi que j'avais reçue d'une entreprise technologique de la ville, pour un travail plus intéressant et mieux rémunéré. Aux vacances que je planifiais de prendre, 2 semaines en Irlande, voyageant seul et ne rendant de compte à personne. À la vie que j'allais me construire, une vie qui m'appartiendrait entièrement. Dehors, il a commencé à pleuvoir. Je l'écoutais tambouriner contre les fenêtres et pensais à Mélissa, debout sous ce lampadaire, pleurant pour une vie qu'elle avait jetée pour un homme qui l'avait abandonnée au premier signe de problème. Je pensais à Greg, faisant face à des accusations criminelles et à la ruine de sa carrière, apprenant trop tard que les actions ont des conséquences. Je pensais à mes anciens amis qui avaient choisi de croire des mensonges plutôt que de faire confiance à quelqu'un qu'ils connaissaient depuis des années. Et je pensais à moi-même, assis dans ma maison vide, libéré de tous. La pluie continuait de tomber, lavant les rues, préparant le monde à ce qui allait suivre. Je finis ma bière, éteignis les lumières et me couchai. Demain serait le premier jour du reste de ma vie.